Le Graal, la lumière divine, la mission sacrée. 15h, 16h sur Europe 1. Chevalier Guillaume de Nogaret. Historiquement vôtre. The successor to the kings and queens of history. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent. Soldats, prêts à faire feu! Soldats du 5e de ligne, je suis votre empereur. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Comme chaque jour à 15h et pendant 1 heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous le radar. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est déroulée, ou même des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte une Roumaine de la haute noblesse à qui Marcel Proust a écrit qu'elle était un écrivain parfait, ou la véritable histoire de la princesse Bibesco. Nous sommes au printemps 1970 et Marthe Bibesco reçoit une lettre qui la met en joie. Cette vieille dame, d'origine roumaine de 84 ans, correspond depuis quelque temps avec le général de Gaulle. Une fervente admiratrice, comme tant d'autres? Bien non. Cette fois, les louanges viennent de l'autre camp. L'ancien président de la République française encense Madame Bibesco. Il lui écrit même « Vous êtes l'Europe ». Mais alors, pourquoi son nom reste inconnu du grand public? Parce que c'est une femme n'est pas la seule raison. C'est pour ses origines nobiliaires, dans un pays qui a longtemps été sous le joug soviétique qu'on l'a placée dans l'ombre. Et c'est aussi parce qu'elle a écrit dans une autre langue que la sienne, le français. Princesse roumaine née à la fin du 19e siècle, Marthe Bibesco a traversé le 20e siècle et rencontré presque tous ses protagonistes. Amie de Marcel Proust comme de Paul Claudel, rivale de Colette et d'Anna Noailles, elle est l'un des auteurs les plus lus de sa génération. Écrivaine de talent, citoyenne du monde, elle a joué un rôle de diplomate pendant les 2 guerres mondiales. Marthe Bibesco a fait de sa vie sa meilleure œuvre. Un roman dense, riche en rebondissements et chargé d'émotions. Comme l'écrit Aude Terray, qui lui consacre une biographie, elle a été tiraillée toute sa vie entre sa quête de l'absolu et la frivolité mondaine, entre l'amour de la vie et une obsession de la mort, entre le désir fou d'être aimé et celui vital de sa liberté. Tout aussi ambitieuse qu'audacieuse, Marthe Bibesco s'est taillée une place dans l'histoire, celle de son pays et de ses grandes familles, mais aussi celle de l'Europe tout entière. Avec le climat de détente qu'amènent les années 70, une nouvelle génération s'intéresse à elle. Quai Bourbon, dans son salon aux hautes fenêtres qui donnent sur la Seine, l'octogénaire reçoit des dizaines de curieux qui sonnent parfois sans prévenir. La voilà qui discute tour à tour avec un professeur d'université qui rêve d'un livre dédicacé, une doctorante qui consacre sa thèse à ses romans, un éditeur pour la publication de son journal des années de guerre conservé en Roumanie, ou encore un historien qui a le projet d'une biographie. Ce regain d'intérêt conforte son besoin de reconnaissance, mais Marthe Bibesco regrette quand même qu'il ne soit pas arrivé plus tôt. « Ils m'ont découverte à la fin. Trop tard », écrivait-elle un jour. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et je suis ravi cet après-midi de vous la présenter. Revenons aux origines. Marthe Laovary, de son nom de naissance, voit le jour le 27 janvier 1886 à Bucarest dans une famille de la haute noblesse roumaine. « J'avais en naissant 2 familles », écrira-t-elle. L'une était dynastique, l'autre politique. L'une régnait autrefois, l'autre gouvernait à présent. Par sa mère, Emma Mavrocordato, Marthe appartenait à une famille qui régna sur la Valachie et la Moldavie au XVIIIe siècle et sur la Grèce au siècle suivant. Par son père, Jean Laovary, qui vient d'être élu député du Parti conservateur, elle est proche du pouvoir roumain de l'époque. La petite Marthe vit ses premières années dans les jupes des bonnes d'enfants. Elle n'est pas très aimée de sa maman. Elle le sait, elle le ressent, et ce sera un traumatisme qui la poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. Dès qu'elle essaye d'attirer l'attention, sa mère lui montre son agacement. Le cœur lourd, Marthe écrira plus tard « La carence de ma mère fut à l'origine de tous mes drames d'enfant. Elle ne se rendit pas compte du mal que me faisait sa dureté envers moi, sa rancune, son indifférence. » De là naît en elle un grand besoin de reconnaissance, mais aussi une certaine force de caractère, celle de l'enfant mal aimé, révolté. Auprès de nounou française, Marthe est élevée dans la culture du pays de Molière. Dans la bonne société de Bucarest, l'art de vivre, l'élégance et le raffinement sont français. La capitale roumaine est même surnommée le Petit Paris. Le Premier ministre, Ion Brătianu, aime répéter que chaque Roumain a 2 patries. La seconde, c'est la France. Il faut dire que personne n'a oublié le rôle qu'a joué Napoléon III
dans la création d'un royaume de Roumanie libéré du joug ottoman en 1856. Après la mort tragique du petit frère de Marthe, sa mère ne supporte plus son pays. Désespérée, elle pleure jour et nuit le départ de son ange et affiche son portrait partout dans la maison. Marthe et sa sœur ont l'impression de vivre avec un mort. Lorsqu'elles se mettent à rire, maman Emma les foudroie du regard, leur reprochant d'être des sans-cœurs. Jean Laovary demande à son frère Alexandre, ministre des Affaires étrangères, un poste à Paris. Et c'est toute la famille qui suit. Quelle joie! Marthe monte pour la première fois à bord de l'Orient Express. En insatiable voyageuse, elle appellera ce train mythique sa patrie ambulante. Dans la capitale française, elle rencontre sa grand-mère maternelle qui lui transmet son goût de la liberté. Quand Emma se lasse de la capitale, la famille prend la direction de Biarritz. L'aristocratie et les artistes pressent dans cette station lancée par l'impératrice Eugénie. Là-bas, Marthe se promène, rêveuse et solitaire, à travers les allées de sable et de cyprès. La nature l'enchante. Si sa mère la mésestime, son père lui l'admire et le lui montre. Ils échangent en français, se passionnent pour l'architecture et l'histoire, déclament du Corneille et du Racine, rêvent de la grande Roumanie. Bien qu'il soit un homme occupé, de retour en Roumanie, il sera d'ailleurs ministre des Affaires étrangères, occupé donc, il prend le temps de partager des moments avec sa fille et s'étonne de sa vivacité d'esprit. Mais à 7 ans, son grand-père, le prince Alexandre Mavrocordato, celui qui lui raconte toute l'histoire de leur famille, découvre que Marthe ne sait toujours pas lire. Il fait venir à Biarritz une jeune institutrice bordelaise. Elle s'appelle Jeanne Viau. C'est elle qui transformera la vie de l'enfant qui, devenu adulte, l'appellera « ma chère institutrice qui protégea mon enfance ». Adepte des méthodes novatrices, mademoiselle Viau lui raconte l'histoire de France, au lieu de lui enseigner. À 13 ans, de retour en Roumanie, Marthe Bibesco est en visite chez sa tante, la sœur aînée de son père. C'est une vieille dame bavarde et ennuyeuse qui vit à Bucarest. Alors que ses yeux cherchent de quoi occuper son ennui, l'adolescente tombe sur un livre dans la bibliothèque. La couverture l'interpelle. Ce sont les Mémoires d'outre-tombe que les éditions Biret viennent de publier en 8 volumes. Le coup de foudre avec Chateaubriand est immédiat. Jeanne Viau l'accompagne commander son édition en librairie. Chaque année, le 4 juillet, à la date anniversaire de la mort de celui qu'elle appelle François René, l'adolescente porte le deuil. Elle attache un nœud noir dans ses cheveux et s'enferme dans sa chambre pour écrire des vers. Délaissée par ses parents, confiée à des domestiques en proie au vague à l'âme, elle est persuadée d'être le double féminin de son héros. Compagnon de sa vie, Chateaubriand n'est pas le seul homme à la partager. Marthe a 16 ans quand elle croise la route d'un prince plutôt charmant, un après-midi d'hiver au palais Stirbet. Voilà comment elle décrit ce qu'elle ressent. Le mot saisissement est le seul qui convienne au sentiment que j'éprouvais en le voyant pour la première fois. Je fus saisi. L'homme s'appelle Georges Valentin Bibesco. À seulement 20 ans, c'est déjà une légende nationale. On vante dans les salons et les gazettes ses exploits sportifs toutes catégories, ses coupes remportées au concours de tir de Genève, aux régates de Cannes, ses records de vitesse au volant de sa Mercedes blanche décapotable, qui est la première automobile de Roumanie, et ses essais dans les airs en ballon au-dessus des sommets des Carpates. Les sentiments qu'éprouve Marthe sont réciproques. Georges est séduit par cette jolie jeune femme à la chevelure épaisse et bouclée, dont le blond vénitien contraste avec le gris vert de ses yeux. Sa bouche est pleine et rose, son menton fin, sa taille souple. La reine Élisabeth de Roumanie elle-même fut sous le charme lorsqu'on la lui présenta. Le mariage est célébré le 29 juin 1902. Dans sa robe tissée de fils d'or et d'argent avec sa traîne lourde en brocart, sa couronne byzantine sur les cheveux remontés en chignon, son cou enserré de 11 rangs de perles et de diamants et son décolleté paré d'une rivière d'émeraude, Marthe Bibesco semble tout droit sortie d'un conte des 1001 nuits. Mais la vie de princesse ne ressemblera pas tout à fait à un conte de fées. De retour de voyage de noces, Marthe et Georges Bibesco s'installent à Posada. Ce château de style anglo-normand est l'œuvre d'un architecte français très en vogue en Roumanie à la Belle Époque, Paul Gautreau. Situé au pied de la montagne et du torrent au milieu des milliers d'hectares de forêt familiale, il allie luxe et modernité, en impose par sa hauteur, son fronton majestueux et ses tourelles à flèches. Parce qu'elle adore la décoration, Marthe s'y consacre pleinement. Mais cette activité ne l'empêche pas de se sentir bien seule. Son époux est rarement là, il part trop souvent en manœuvre militaire. Il revient de temps en temps et accomplit au passage son devoir conjugal.
À 17 ans, Marthe tombe enceinte. Mais la grossesse est un véritable calvaire. À la fin de l'été 1903, elle donne naissance à une fille, Valentine. Je ne voulais pas du tout embrasser ma petite fille, confiera-t-elle plus tard. Elle ne me faisait pas plaisir, je n'en voulais pas. Pour être tout à fait franche, elle me dégoûtait. Je n'ai jamais aimé les nouveau-nés. J'ai toujours ressenti une profonde horreur pour la condition humaine. Des mots d'une sincérité et d'une sévérité déconcertantes. Georges, en revanche, Marthe l'aime éperdument. Mais son époux reste insaisissable, perdu dans les bras des prostituées de Bucarest. Les journées désespérées de la femme au foyer sont rythmées par la lecture des journaux et les parties de croquet avant l'heure du thé et des brioches. L'ennui pèse lourd. Heureusement que sa belle-mère lui tient compagnie. Elle lui raconte les histoires d'amour de sa grand-mère, Teresa Cabarrus, une légende d'alcôve qui fut, entre autres, l'amante du révolutionnaire Tallien. L'arrivée des cousins germains de Georges à l'été 1904 illumine enfin son quotidien. Antoine et Emmanuel Bibesco sont des érudits, tous de grands amis de Marcel Proust. Marthe se sent bien en leur compagnie. Elle leur confie qu'elle a un rêve, celui d'écrire. Au fond de ses tiroirs dorment des dizaines de poèmes. C'est décidé. Les frères Bibesco veulent la prendre sous leur aile. Ils seront ses mentors. Au printemps 1905, Georges Bibesco est chargé par le roi Carol Ier de Roumanie de remettre au Shah de Perse l'une des plus hautes décorations du royaume lors d'une cérémonie officielle à Téhéran. Pour son plus grand bonheur, Marthe prend part à l'aventure. Elle passe de longs mois, des milliers de kilomètres du confort et du luxe qu'elle côtoie depuis l'enfance. Elle lit les contes des Mille et une nuits, le Coran, et découvre émerveillée la cité mythique d'Ispahan. Après une telle épopée, le retour à la réalité est brutal forcément. La nostalgie de l'aventure et des paysages rend la routine de Posada plus difficile à supporter. À Emmanuel Bibesco, avec qui elle a échangé un furtif baiser lors d'un voyage, Marthe écrit des lettres passionnées. « Voyez, je suis debout près de vous maintenant et je n'ai ni peur ni regret de vous aimer. » Les réponses tardent et la déçoivent. Ce qui lui fait écrire « Je n'ai jamais eu si sérieusement envie de me suicider. » Si ses premiers poèmes étaient pour son frère disparu trop tôt, le sujet de son livre s'impose comme une évidence. Ce sera le récit de son voyage en Perse et à Constantinople. Les 8 paradis paraît en février 1908 chez Hachette. Ce premier ouvrage, publié à 22 ans, consacre sa vocation. La presse est élogieuse. Un écrivain est né. Doué d'un professionnalisme inné, Marthe se constitue un réseau, modèle son image et met l'accent sur sa singularité de princesse des Carpates. Georges est fier, mais pas moins infidèle, et continue de batifoler ailleurs. Marthe en souffre énormément, mais elle a appris à se taire. La blessure d'amour-propre et le désenchantement intime la mineront, pourtant toute sa vie. À Posada, elle reçoit le tout Bucarest lors de sublimes dîners costumés. Le 29 mars 1908, une lettre arrive, signée de la main de Marcel Proust. Les premières lignes sont flatteuses. Je vous en lis un extrait. « Vous êtes un écrivain parfait, princesse, et ce n'est pas peu dire, quand, comme vous, on entend par écrivain tant d'artistes unis, un écrivain, un parfumeur, un décorateur, un musicien, un sculpteur, un poète. » Mais rapidement, le ton change pour exposer 3 critiques. Une répétition corps de femme qu'il juge vulgaire, des phrases à la Barrès qui frisent le pastiche. Mais le pire vient après. Il l'accuse de copier Anna de Noailles. Aïe, il pouvait difficilement la toucher plus profondément. Marthe en est déjà éperdument jalouse. Bien que l'auteur de la recherche n'ait pas mâché ses mots, Marthe est reconnue par ses pairs comme un auteur à part entière. Elle reçoit de nombreux prix littéraires. Avec son époux, les voilà invités partout. Chez les Polignac, les fils James ou les Rothschild. « Je ne sais pas ce qu'ils ont tous d'être si gentils », écrit-elle un jour à Antoine Bibesco. Elle fait son entrée dans un cercle très fermé et pose même pour le peintre Boldini, qui refuse les commandes des femmes du monde qui ne sont pas à son goût. Puis pose aussi pour Vuillard. Au printemps 1909, Marthe, qui aime écrire, vous l'avez compris, entame une liaison épistolaire avec le fils du Kaiser allemand, Guillaume de Prusse, dit le Kronprinz. En même temps, elle partage son lit avec Charles-Louis, le prince de Beauvaucran. C'est le temps des grands frissons et des promesses. Charlet l'adore, il veut l'épouser. Mais sa mère en décide autrement. Que son fils épouse une étrangère divorcée, elle en mourrait. Marthe s'accroche et écrit à son amant « Nous avons été créés l'un pour l'autre, nous avons la même peau. Jamais un autre corps ne pourra me rendre heureux comme le tien. » À 25 ans, elle vit au gré de ses passions. Ses sentiments, Marthe peut les partager avec un ami et confident, l'abbé Munier. Quand elle publie au printemps 1912, chez Hachette toujours,
Alexandre asiatique ou histoire du plus grand bonheur possible, le religieux lui écrit « Votre Alexandre, au fond, est le château brillant de l'épée. » Et Marthe a bien besoin d'un ami en ces temps troublés, car la Grande Guerre est sur le point d'éclater. Et ce qui devait arriver arriva, la guerre est là. Pendant le conflit, Marthe Bibesco est une princesse diplomate, installée dans son palais de Mogosoeia, à quelques 15 km de Bucarest. Elle est emportée dans le jeu des alliances et des tractations. Il faut dire que son carnet d'adresses dépasse les frontières de la Roumanie et son influence va bien au-delà de simples auteurs. Son amant, le prince de Beauvaucran, lui assure qu'elle a du génie et que son rayonnement éclaire les autres. Pour lui, son rôle est glorieux et d'elle dépend peut-être l'avenir de la guerre même. Marthe est tiraillée. Elle est toujours en contact avec le Kronprinz allemand et trouve maladroit de repousser, sans le vexer, celui qui pourrait être l'héritier vainqueur de la guerre. Mais en même temps, elle veut jouer les égéries de la paix. Pour son double jeu, on la qualifie d'étrangère espionne. Après l'allemand, c'est d'un anglais qu'elle s'entiche, le beau colonel Thompson. Son cœur balance. Mais en juin 1915, c'est celui de son père qui s'arrête subitement. Le chagrin est immense, mais le combat se poursuit. Après la mort de la vieille reine Élisabeth de Roumanie en mars 1916, Marthe tente de faire entrer son mari, Ferdinand, en guerre aux côtés de l'Entente. C'est chose faite au mois d'août. Fière de cette victoire, Marthe troque la plume pour l'uniforme d'infirmière bénévole de la Croix-Rouge, à Paris, puis à Londres. Mais Bucarest tombe en décembre. Le tiers du pays est occupé. Marthe Bibesco se rend alors dans les camps de prisonniers roumains. Elle tient bon, mais les temps sont durs et les mauvaises nouvelles pleuvent aussi vite que les bombes. Elle apprend le suicide d'Emmanuel Bibesco, le frère de son mari, retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel à 47 ans. Puis celui de sa sœur Marguerite qui s'est tiré une balle dans la tête à seulement 18 ans. Aurait-elle pu faire quelque chose? La culpabilité la ronge. C'est ensuite sa mère qui est retrouvée pendue dans les toilettes de la gare de Lausanne. Marthe vit avec les regrets, les souvenirs amers et les morts. Accusée d'avoir pactisé avec l'ennemi, elle est persona non grata après-guerre. Son orgueil est profondément blessé par cette injustice. Pendant ce temps, la nouvelle reine, Marie de Roumanie, sur le trône depuis 1914, réunifie la Grande Roumanie, première puissance des Balkans. La surface du pays a doublé et sa population a augmenté de 10 millions d'habitants. De son côté, Marthe Bibesco trouve du réconfort, oui encore, dans les bras d'Alphonse XIII, le roi d'Espagne, ou du sénateur Henri de Jouvenel, le mari de Colette, à qui elle écrit « Tous les jours, je fais une longue méditation qui m'amène à choisir pour la préférer longuement l'une de vos qualités. Quand Jouvenel s'éloigne, elle écrit « Pourquoi ne suis-je consolée que lorsque j'écris ?» Dans les années 20, Marthe Bibesco écrit ses meilleurs ouvrages. Catherine Paris sort chez Grasset en 1927. C'est un record de vente. 20 000 exemplaires s'écoulent en moins d'un mois. Les tirages s'enchaînent. Le livre est traduit et vendu dans toutes les langues. Paul Morand lui écrit même qu'elle est la Française la plus connue en Amérique cette année. Alors, la princesse Bibesco dépense sans compter. Elle ne fait pas la différence entre 100 ou 100 000 francs. Heureusement que Georges, son époux, lui verse de l'argent tous les mois. Pour lui, tout roule, ou plutôt tout vole. Sous le règne de Carole II, dans les années 30, il devient président de la Fédération aéronautique internationale. Marthe est toujours à côté de ce mari-volage, autant qu'elle l'est un mari qu'elle aime envers et contre tout. Dans son éternel tailleur Chanel, elle l'accompagne à Venise, Paris, Londres, Genève, Constantinople, Prague, Vienne, Barcelone, Palerme, Tunis ou encore Washington, où ils sont reçus à la Maison-Blanche par le couple Franklin et Eleanor Roosevelt. Si les Bibesco incarnent le cosmopolitisme des années 30, la crise économique porte un coup dur à leurs finances. Pour gagner plus d'argent, Marthe se lance dans le roman de gare et publie sous le pseudo de Lucille Decaux Le tendre amour de Napoléon Marie Walewska ou encore Katia, le démon bleu du tsar Alexandre. Le genre cartonne et ses ventes explosent. En 1938, au moment de l'Anschluss, elle est à Rome et écrit « J'ai vu ce petit homme Adolphe, sérieux, si sérieux avec cette gueule artificielle qu'il s'est faite, sa moustache se voyait comme un papillon noir. » Ce petit homme déclenche un second conflit mondial l'année suivante. Marthe Bibesco y joue une nouvelle fois un rôle de taille. Elle informe le roi Carole II de ce qui se dit à Londres et à Paris, le prévient qu'il faut éviter l'alliance avec l'Allemagne. Elle rend visite au pape Pie XII et prie avec lui en faveur de la paix. Elle rencontre Churchill, à qui elle voue une admiration sans faille. Considérés comme hostiles au régime, désormais alliés aux nazis, les Bibesco sont espionnés par les services secrets.
Malgré le chagrin causé par la mort de Georges en juillet 1941, Marthe Bibesco continue de se battre. Elle sonde les alliés, joue les intermédiaires et répète à qui veut bien l'entendre que la volonté du peuple roumain a été violée. Le retournement tant attendu arrive en août 1944. La Roumanie et son roi Michel Ier déclarent la guerre à l'Allemagne. Après la victoire des Alliés en 1945, l'URSS a la main sur les Balkans. Marthe n'est plus la princesse Bibesco, mais Madame Bibesco. Elle appartient, je cite, au monde aristocrate et réactionnaire, et écrit à Paul Claudel « Je suis la captive ». Les communistes lancent leur politique d'épuration contre toutes les personnes qualifiées d'ennemies à la nation. Madame Bibesco en fait partie. Pour sa sécurité, elle rejoint Paris puis Londres, d'où elle apprend que sa fille Valentine a été arrêtée à Bucarest. Si Marthe Bibesco poursuit ses mondanités à Londres et à Paris, c'est uniquement dans l'espoir de rencontrer la personne qui pourrait l'aider à délivrer son enfant. Toute ma vie, écrit-elle, avait pour centre magnétique ce devoir de sauver ma fille. C'est chose faite en 1956. Si le soulagement est énorme, les retrouvailles sont douloureuses. Valentine a perdu ses dents de devant, ses yeux ont pâli. Elle paraît plus âgée que sa mère. La famille réunie s'installe à Toulimar, à l'ouest des Cornouailles. C'est là que Marthe Bibesco tente de relancer les racines familiales. Le jour où elle reçoit les clés, elle apprend qu'elle est récompensée du prix de l'Académie pour le meilleur écrivain français de nationalité étrangère. Les 300 000 francs qui l'accompagnent tombent à pic. Marthe les utilise pour assouvir sa passion pour la décoration. À 70 ans, elle se sent de nouveau heureuse et écrit « Mon Dieu, que ma vie me passionne encore ». Marthe Bibesco se définit comme un miroir du temps. Observatrice affûtée de l'histoire et de ceux qui la font, elle a noté chaque jour ses réflexions, ses impressions, ses confidences et ses rencontres. Cela fait plus de 30 ans qu'elle travaille à ce qu'elle appelle son grand œuvre. C'est un projet d'histoire de l'Europe à travers ses ancêtres et ceux de Georges. Sous le titre « La nymphe de l'Europe », il sort en 5 tomes chez Plomb en juin 1960. Ce sont ses mémoires d'outre-tombe à elle. Alors que ses attentes sont grandes, les ventes sont décevantes et les critiques se taisent. Marthe Bibesco écrit dans son journal en mars 1962 « Pour elle, écrire un livre extraordinaire pour des gens ordinaires est en effet un grand problème. Son orgueil en prend une nouvelle fois un sacré coup. » Quelques mois plus tard, comme pour panser ses plaies, Madame Bibesco reçoit le grade de chevalier de la Légion d'honneur. D'autres reconnaissances suivent. Le prix Sévigny en 1963, puis 3 ans après, le prix Gustave Lemétel-Larivière de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre, ou encore le prix de la littérature de la Fondation Singer-Polignac. À présent, vieille, pauvre et laide, je n'ai plus rien à craindre, enfin je suis aimée pour moi-même, écrit-elle, mi-philosophe, mi-ironique, en juin 1969. Jusqu'à sa mort, Marthe Bibesco n'a rien perdu de son mordant, ni de sa vivacité d'esprit. Le 28 novembre 1973 s'achève ainsi une vie extraordinaire, celle d'une femme qui a traversé le siècle en le faisant et en le restituant. Dans son destin hors du commun se sont côtoyés la petite et la grande histoire, des moments d'extase et de terribles tragédies. Mais quels que soient les combats à mener, la princesse Bibesco n'a jamais baissé les bras. Laissons-lui donc le mot de la fin. Comme elle est belle, ma vie, à défaut d'être heureuse, est drôle et singulière, et je n'en changerai pas pour un empire. Europe 1, historiquement vôtre. Aude Terray, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Heureuse de sa vie, à défaut de l'avoir trouvée heureuse, l'écrivaine Marthe Bibesco a en tout cas fait de sa vie un véritable roman. Pour celle dont le parcours a été aussi rocambolesque, ponctué de tragédies, cette ultime rétrospection était plutôt optimiste. C'était un regard presque à la fois ironique et joyeux, non ? Alors, je suis certaine qu'en écrivant cette phrase, arrivée au grand âge, Marthe Bibesco disait vrai. Au bonheur, elle a préféré l'intensité. Et ça, dès le premier jour de sa vie d'adulte. Elle a voulu façonner sa vie, vous l'avez dit, comme un roman. Et il est connu que la réalité dépasse souvent la fiction. Je pense qu'elle ne s'était pas attendue à autant de rebondissements dans sa vie et de tragédies. Elle a vraiment tout vécu. Et elle a été très marquée par les trahisons, la calomnie aussi, qu'il a beaucoup. Elle a été très jalousée. Et elle en a subi, que ce soit à la cour de Romanie ou à Paris. Elle a tout connu, la gloire, comme vous l'avez dit. Et ce luxe inouï qu'elle a connu, apprécié, goûté, dont elle a profité, lui a été confisqué. Et elle avait l'élégance, à la fin de sa vie, j'aime beaucoup cette phrase, de dire qu'elle s'était allégée de tout ce qu'elle avait perdu. Quand même élégant.
Mais il y a une forme de résilience chez elle. Elle a dû en faire preuve d'ailleurs tout au long de sa vie, parce que c'est vrai qu'il lui était beaucoup donné, mais beaucoup repris à chaque fois. À chaque fois, exactement. Mais dans l'adversité, elle ne se résigne ni ne se plaint jamais. Elle tient, elle se bat, elle avance la tête haute. Il y a toujours chez Marthe Bibesco une sorte d'orgueil et de panache dans sa manière de faire face. Et alors certains la trouvent dure, froide, prétentieuse, et d'autres, ses amis, qui ont compris, louent son courage. Auterrée dans votre biographie, la princesse Bibesco, cosmopolite et audacieuse, vous revenez sur les meurtrissures de Marthe Bibesco, et notamment son enfance profondément marquée par le désamour de sa mère. Cette même mère qui, d'un autre côté, vouait une véritable adoration pour son fils qui était mort prématurément. Comment expliquer une telle différence de traitement entre ses enfants, et qui a provoqué aussi peut-être les tragédies qui vont suivre? Oui, ça l'a vraiment marqué. Ça constitue la personnalité de Marthe. Sa mère adorait ce fils mort à 8 ans. Marthe avait 6 ans. Sa mère reste enfermée dans sa chambre à pleurer. Et quand elle entend Marthe faire du bruit ou rire comme une petite fille qu'elle est, elle la traite de méchante. Et elle lui retire même sa poupée à l'âge de 7 ans pour l'endurcir. En fait, Emma, donc sa mère, ne rêve que d'une chose, n'a qu'une obsession, c'est de mettre au monde un autre fils. Alors là, il faut se rappeler du schéma de l'époque, donc on ne s'est pas totalement débarrassé, le schéma patriarcal. À l'époque, une épouse, une mère, surtout dans ces milieux, se doit d'assurer la lignée, de donner un héritier, une descendance mâle, de perpétuer le nom. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Les fils étaient donc adulés et les filles, souvent, franchement reléguées. Le second Georges de la vie de Marthe, d'ailleurs, son mari, a lui aussi été un fils adulé par sa mère. Arrivée en France avec sa famille, Marthe Bibesco se voit confiée à Jeanne Viot. Et c'est elle qui lui fait découvrir les grands classiques de la littérature, surtout Chateaubriand et les Mémoires d'outre-tombe, vous l'écrivez, qui l'accompagneront jusqu'à son dernier jour. Selon vous, on doit et à Jeanne Viot et à Chateaubriand d'avoir fait de Marthe Bibesco une grande écrivaine? Absolument, c'est son terreau d'écrivain. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier que chez Marthe, quand même, son unité, c'est d'être un écrivain. Elle est avant tout un écrivain. Et quand à 13 ans, c'est quand même assez étonnant, à 13 ans, elle a la révélation de Chateaubriand. Elle est une enfant, ce qu'on dit une enfant précoce aujourd'hui. Et ben, Jeanne Viot l'encourage au risque de perdre sa place. Il faut bien mesurer. Parce qu'à l'époque, les lectures des enfants, elles étaient vraiment cantonnées à quelques rayonnages. Et Jeanne Viot est vraiment sa complice dans cette passion, qui est une passion secrète pendant très longtemps. Donc c'est vraiment à Jeanne Viot qu'elle doit la passion de sa vie, la littérature, sa vocation d'écrivain et aussi le choix d'écrire en français alors qu'elle est roumaine. Elle n'a que 16 ans quand, de retour en Roumanie, elle tombe amoureuse du prince Georges Bibesco, qu'elle épouse. Le bonheur laisse vite place au désenchantement, d'abord parce que son mari la trompe, et puis ensuite parce qu'elle a une fille. On sent qu'elle reproduit le schéma familial, en quelque sorte. Elle n'aime pas tellement avoir un nouveau-né. Ça la dégoûte un peu, d'après ce qu'on lit. Ça peut étonner, mais en fait, elle a le courage de dire des choses que peut-être d'autres femmes n'avaient pas le courage de dire à l'époque. Être mère à 17 ans, c'est quand même pas quelque chose d'évident, surtout quand son mari qu'on aime vous laisse tomber dans le château de Posada. Elle se retrouve toute seule avec cette grossesse qui lui fait vraiment, qui l'angoisse et qui la traumatise. L'accouchement est très compliqué. Elle a failli mourir en donnant naissance. Et en fait, elle n'échappe pas. Elle n'a pas les armes psychologiques, elle a la maturité d'échapper à la malédiction que lui a transmise sa mère. Elle aussi est déçue d'avoir mis au monde une fille, finalement. C'est atroce, mais c'est ça. Mais la force de Marthe, parce qu'elle a toujours cette force, c'est d'être double. Donc, d'un côté, elle fait semblant, ce nourrisson ne l'attire pas, mais elle fait quand même avec. Et de l'autre, dans son fort intérieur, elle se révolte. Elle se dit, moi, je veux autre chose, je veux une autre vie. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, tous les moments durs de sa vie, elle rebondit. Mais en même temps, elle a épousé donc le prince Bibesco, un couple qui avait des hauts et des bas, mais il menait grand train. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de Marthe Bibesco aussi de vie mondaine, auprès d'abord du roi Carole Ier, de la reine Élisabeth, ensuite du roi Ferdinand et de la reine Marie de Roumanie. Il y a cette vie de cour aussi en Roumanie, non? Elle assure son rang. Elle aime se rendre princesse, Marthe Bibesco. Et là aussi, elle l'assume de manière personnelle, avec une très forte affirmation d'elle-même. Et par moments, cela heurte. Il va y avoir toutes les étapes du désamour avec la reine Marie de Roumanie. Il y a une concurrence entre les deux femmes.
Marthe assume parfaitement son rang de princesse. Et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, elle reste amoureuse de Georges Bibesco, son premier amour, son prince. Au terrain de son voyage en Perse, Marthe Bibesco rapporte des souvenirs qu'elle couche sur le papier. Ce sera, je l'ai dit, les 8 paradis. Mais il est un autre souvenir plus intime cette fois, puisqu'il s'agit d'Emmanuel, le cousin de son mari, dont elle s'éprend un temps. Quelle place y tiendra Emmanuel Bibesco dans la vie de Marthe ? Alors, de ce voyage initiatique, c'est vrai que c'est un trait important, c'est ce qui s'est passé sur le plan amoureux. En partant, elle a vraiment espéré reconquérir son mari Georges. Et puis en fait, c'est Emmanuel, le cousin germain de Georges, qui la trouble. Il y a eu un baiser brûlant, ils sont les amants d'un seul baiser, on peut dire. Et très vite, Emmanuel Bibesco, qui est un personnage très intéressant, mystérieux, bourré de charme, très romantique, très insaisissable, finalement, il a l'air de la fuir et elle est désespérée, elle ne comprend pas. Ils ne deviendront donc pas amants physiquement. Et par contre, il prendra une place. Il est un des hommes qui a le plus compté dans la vie de Marthe. Il est le cousin très aimé, le confident d'une vie, attentif, très subtil. C'est un Tolstoïen, c'est son mentor. Il lui conseille des lectures. Il est passionné d'art gothique. C'est un très grand ami de Marcel Proust. Il lui ouvre des portes à Paris. C'est très important. Elle dira de lui qu'il était le grand mystique de l'amitié. Et son suicide sera vraiment un arrachement pour Marthe. J'évoquais tout à l'heure ces grandes rivales en écriture, Anna de Noailles, mais également Colette. Mais elle entretenait des relations avec ces autres femmes auteurs ou écrivaines, comme on dit aujourd'hui. Immanquablement, elles étaient amenées à se rencontrer, puisque dans les salons ou chez certaines personnalités, on se retrouvait, on ne pouvait pas s'éviter. Anna de Noailles était la cousine germaine aussi de Marthe Bibesco, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Donc elles étaient rivales, princesses roumaines. Effectivement, Colette n'aimait pas du tout Marthe Bibesco. Il faut bien dire que Marthe lui avait chippé Henri de Jouvenel quand même. Hein. Donc il y avait aussi des rivalités amoureuses. Oui. Mais c'est vrai que Marthe, en fait, avait pas tellement d'amies femmes littéraires. Et c'était des rivales à l'époque. C'est très frappant. Lorsqu'en 1909, le prince héritier, le Kronprinz Guillaume de Prusse, rencontre Marthe Bibesco, il est immédiatement conquis. Dans votre biographie, vous racontez comment la princesse, alors flattée, joue sur l'ambiguïté de leur relation, notamment auprès de son mari infidèle. Oui, alors il faut dire que cette histoire est un petit peu ridicule. Les lettres que lui envoie le comprince sont totalement ridicules. Il s'épanche, il parle de ses états d'âme, il n'y a jamais rien de drôle ni d'intéressant. Mais elle s'en grise parce que c'est une revanche vis-à-vis de son mari. Elle lui dit finalement, l'épouse blessée qu'elle est, lui dit à son mari, « À toi les cocottes, à moi les empereurs ». Par contre, vis-à-vis du monde extérieur, elle n'a que 23 ans, il faut bien dire, elle est jeune. Elle est aussi une épouse qui a été humiliée en public, puisqu'tout le monde sait qu'elle est trompée. Et elle en parle un peu trop, elle est imprudente, et ça, elle va le payer très, très cher, puisque c'est ça qui alimentera toute la rumeur qui va la poursuivre toute sa vie, d'avoir été... on l'accuse de sympathie avec l'ennemi, d'avoir été protégée même par le comprince, ce qui est absolument faux, et ça va la poursuivre toute sa vie. Calomniée donc durant la guerre, Marthe Bibesco, je l'ai raconté, connaît avec les années 20 son apogée littéraire, notamment avec Le Perroquet vert, mais surtout Catherine Paris, qui ont permis le retour en grâce de l'écrivaine. Les thèmes abordés dans ces romans à succès sont pourtant pas très légers, en fait. Pas du tout. Effectivement, vous avez raison. Dans Le Perroquet vert, elle aborde la mère castratrice, l'inceste, la folie, le désir féminin. Dans Catherine Paris, qui est un succès mais absolument foudroyant, gigantesque, elle dénonce les nuits de noces, le mari assassin de délicatesse. Elle dénonce la condition des jeunes femmes, des épouses soumises. Et elle le fait avec beaucoup de courage. Alors, cette plume, parce qu'elle joue sur les deux tableaux toujours, avec une plume extrêmement talentueuse, très fluide, nerveuse, moderne. Elle n'est pas loin du style de Paul Morand, hein, il ne faut pas se tromper. C'est vraiment, elle est incroyablement moderne. Elle dit des choses graves. Et ça, elle sait très bien le faire. Et elle dénonce. Alors, elle montre la voie aux femmes. Et une chose qui est absolument étonnante, c'est qu'on découvre l'impressionnant courrier d'admiratrice qu'elle a reçu et qui prouve qu'elle a vraiment été un héros de sa génération. Donc, selon vous, comme avec sa plume, elle s'est révélée une femme moderne. Absolument moderne. Et elle osait dire des choses que d'autres n'avaient pas dites ni abordées. Et elle l'assumait. Et elle s'est montrée aussi dans les journaux à l'époque. Elle s'affirmait. Elle était une des premières femmes qui s'affirmait en tant que femme, qui créait, qui osait dire qui elle était. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.
La célèbre écrivaine Marthe Bibesco ne s'est pas faite uniquement connaître avec ce nom, puisque je l'ai dit, c'est sous le pseudonyme assumé de Lucie Decaux qu'elle écrit des romans de gare dont les succès seront même portés au cinéma. Pour vous, ce double littéraire, c'est l'image de la dualité même de Marthe Bibesco? Dualité, multiplicité même. Mais là, alors, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'effectivement, alors, elle décide d'écrire ses romans de gare, elle choisit un pseudonyme, elle est quand même culottée. Ce pseudonyme, c'est Lucille Decaux. C'est une allusion à la sœur de Chateaubriand. Donc pour écrire des romans de gare, c'est quand même assez drôle. Et alors là où elle est vraiment étonnante aussi, parce qu'elle aime toujours dans cette affirmation de soi, ce succès est fulgurant. Et puis, finalement, elle assume d'être la Lucille Decaux, d'être l'autrice, et en revendiquant, avec vraiment un certain aplomb, d'avoir le talent et le droit de tout écrire. On peut faire les deux, le commercial, l'académique, le grave comme le léger. Alors, elle a été tour à tour, finalement, accusée de sympathie allemande ou au contraire anti-allemande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Bibesco sont espionnés. Vous relatez dans votre biographie un épisode qui va profondément la meurtrir. C'est la perquisition de son domicile et puis la perquisition de ses biens. Que s'est-il passé exactement ? Alors, effectivement, en 1940, le gouvernement roumain pro-nazi considère que les Bibesco sont hostiles au régime et il les fait espionner. Leurs domestiques sont des infiltrés. C'est absolument incroyable, mais on le voit maintenant dans les archives de la Securitate. Un jour, alors qu'elle travaille dans son bureau, on vient lui annoncer que son palais de Mogochoia est en pleine perquisition, donc des légionnaires à chemise verte, malheureusement un petit peu comme toujours partout en Europe à l'époque, investissent donc en quelques minutes les lieux et embarquent tous les papiers, les manuscrits, la correspondance, les journaux intimes, les photos de Marthe. C'est vraiment... elle est absolument furieuse d'abord, avant d'être consternée. Et pour elle, elle le dit, elle écrira « ça n'est pas un vol, c'est un viol ». Alors, elle finira par récupérer ses papiers, puisque les légionnaires vont être évincés du gouvernement sous la pression des Allemands. Et elle en perdra à nouveau une partie en 1945, puisque des valises de papier et de photos qu'elle n'a pas eu le temps d'exfiltrer avant son exil, parce que c'était quand même un exil précipité. Elle considérera, là aussi, qu'une partie d'elle-même est otage du régime communiste dans ses valises, de l'autre côté du rideau de fer. Elle va se battre jusqu'au bout et sans succès. La seule chose, c'est qu'elle va récupérer évidemment sa fille Valentine, qui a été incarcérée à Bucarest après le rideau de fer. Corps et âme, l'écrivaine se lance dans des tentatives désespérées pour la délivrer. Après la libération, quelle relation entretiennent mère et fille, Marthe et Valentine ? Alors en fait, les liens d'affection profonds vont se tisser dans les épreuves. Et alors, Valentine a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a l'intelligence du cœur, comme on dit. Elle n'en veut absolument pas à sa mère, elle est discrète, efficace, et elle n'en veut pas à sa mère. Donc elle reste en 1945 quand sa mère part à Paris, et elle essaie de tenir comme elle peut le palais de Mogochoia, qui évidemment, un jour, une nuit, ils vont être arrêtés dans leur palais, tous leurs biens sont confisqués, et elle se retrouve enfermée avec son mari dans une petite cellule chambre dans un village agricole. Ils n'ont plus rien. Et là, pour Marthe, qui l'apprend, malgré tous les réseaux qu'elle peut actionner, puisqu'elle a énormément d'amis ambassadeurs, elle ne laisse pas sa fille. Elle fait tout pour la sortir de là. Et il lui faudra 11 ans pour la sortir et la serrer dans ses bras. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Valentine est arrivée dans un état nerveux et physique absolument épouvantable. Et Marthe, je voudrais revenir juste sur une chose. Valentine a été aussi séparée de son fils aîné pendant 17 ans. Donc elle le retrouve en 1956, elle avait quitté un enfant, elle retrouve un jeune homme. Et séparée de son second fils, 11 ans. Ce sont vraiment, avec Valentine, on découvre vraiment le sort tragique de ces Roumains. Et Marthe aime sa fille, elle fait tout pour la protéger. Là, elle est capable d'un amour inconditionnel, Marthe, et elle est extrêmement responsable. Donc elle ne va pas les lâcher, elle va les soutenir moralement, financièrement. Elle va leur acheter cette maison dans le Kent, en Angleterre. Et c'est elle qui élève ses fils, petits-fils, comme elle les appelle, et qu'elle adore. Elle adore ses petits-fils. Jamais elle ne les laissera tomber. Et cette histoire avec Valentine est vraiment pour moi quelque chose que je trouve, en lisant les lettres, parce que j'ai eu accès aux lettres, extrêmement, c'est poignant. Et Marthe est d'une fidélité, d'une responsabilité. Elle devient pleinement mère, finalement, dans les épreuves.
Merci beaucoup, Aude Terray, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire trop peu connue de la princesse Marthe Bibesco, à qui vous redonnez vie dans cette riche biographie, La princesse Bibesco, cosmopolite et audacieuse, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Merci. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.